Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'équipe nationale marocaine de foot. On va regarder de plus près deux matchs récents, Maroc-Bahreïn et Maroc-Congo. Oui, bonjour. Et pour ça, on s'est basé sur pas mal de discussions, d'analyses qu'on a pu lire ou entendre, venant d'amateurs, de passionnés, mais aussi d'observateurs plus pointus. Exactement. L'idée, c'est d'aller voir un peu derrière les scores, de comprendre ce que ces matchs nous disent vraiment sur l'équipe. C'est ça, essayer d'identifier les problèmes qui reviennent, les choix tactiques, comment tout ça est perçu, surtout avec la Coupe d'Afrique qui approche. Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un truc qui ressort tout de suite de ces retours, une sorte de sentiment de répétition. Ah oui, le fameux déjà vu, beaucoup le mentionnent. Voilà. Comme si on revoyait un peu toujours le même film, surtout face à certains types d'équipes. Bon, alors, décortiquons ça. Oui, ce thème du déjà vu, il est vraiment partout dans les commentaires. Une frustration, en fait, face à ces scénarios qui semblent se répéter, surtout quand le Maroc joue contre des équipes en bloc bas. Exactement. Et ce concept de bloc bas, c'est devenu presque le sujet numéro un. Pour être clair, hein, on parle de ces équipes qui défendent très très bas, Oui, regroupées chez elles, avec parfois 5, 6 défenseurs. Elles ferment bien les côtés. d'accord. Et d'après les analyses, le Maroc galère parce qu'il insiste beaucoup sur les ailes. Ah oui, Avec Hakimi qui monte, les ailiers comme Ziyech ou Es Zouli. très compact. C'est ce qui est fascinant ici, c'est que, C'est un point clé qui revient souvent, et ça mène aussi à des critiques plus précises sur les joueurs, non? Sur certains postes. tout à fait. Par exemple, la relance depuis la défense, ça revient beaucoup. C'est-à-dire? La difficulté à sortir le ballon proprement. On parle de Yamilek, Aguerd, Massina sur ces matchs. Pas assez de qualité technique balle au pied, selon certains. Des relances jugées pas terribles, quoi. Pas assez précise ou pas assez tranchante pour casser les lignes? C'est ça. Manque de précision, manque d'audace peut-être aussi. Et ça a des conséquences directes plus haut. Au milieu de terrain, j'imagine. Exactement. Les analyses pointent un manque de mouvement, de solution pour le porteur du ballon, des joueurs parfois un peu statiques. Du coup, difficile de trouver des relais dans l'axe. Voilà. Ce qui donne cette impression générale de lenteur. La balle circule, mais lentement. Trop prévisible. L'expression Kuraskaijila, balle lourde, résume bien ça. D'accord, je vois. Et comment on relie tout ça à l'entraîneur, à Walid Regragui, d'après ses analyses? Alors, plusieurs choses sont dites. D'abord, cette idée d'une approche tactique qui semble un peu répétitive. Contre ce type d'adversaire, en bloc bas, surtout. Oui, une phrase qui revient, c'est «Il mange son pain avec le bloc bas et la transition rapide». C'est une façon de dire que ça a marché, ok, au mondial notamment. Bien sûr. Mais que face à ces blocs bas, justement, il peine à trouver d'autres solutions. Alors que l'effectif, lui, s'est amélioré depuis la Coupe du Monde. Hmm, Et puis, il y a cette critique sur l'absence, d'une direction technique nationale forte. une philosophie de jeu commune à toutes les sélections. C'est ça. Des U17 aux seniors. Certains pensent que ça manque et que ça explique en partie pourquoi l'équipe A cherche parfois son style. D'accord. Et enfin, un point important, le manque d'animation offensive, de schéma travaillé. On parle de pas de pattern, pas de jeu analytique visible, comme si on attendait surtout l'exploit individuel. C'est très clair. Alors, si on regarde les matchs eux-mêmes, Maroc-Bahreïn pour commencer, c'était quoi le sentiment général après ce match-là? Franchement, la déception. Énormément de déception. Beaucoup ont dit match pas utile. Ah oui, carrément. Oui, voire contre-productif. L'équipe a paru désorganisée. Quelqu'un a même dit Kharjin, comme s'ils étaient sortis du match, pas concentrés. Et puis il y a eu cette histoire comme quoi Bahreïn aurait été payé pour jouer. Oui, ça a circulé et ça n'a pas aidé. Ça a renforcé les questions sur le choix de l'adversaire pour se préparer. Et sur le terrain, ça donnait quoi? Pourtant, la compo était offensive au départ, non? Kano, Sibari, El Ainaoui au milieu. Sur le papier, oui, très offensif. Mais en pratique, ça n'a pas marché pour débloquer ce bloc de Bahreïn. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'allait pas? Les analyses pointent le manque d'animation. Toujours cette circulation lente. Les joueurs semblaient loin les uns des autres. La défense de Bahreïn pouvait coulisser tranquillement sans être vraiment inquiétée. Hmm, Et un commentateur a même dit, un peu ironiquement, que c'est le gardien adverse qui a presque sauvé Regragui d'un pire résultat. ah oui, ah oui. Et même le but marqué, la célébration a été critiquée, hein? Oui, jugé un peu excessif par certains, vu le match et l'adversaire. D'accord. Côté joueur, sur ce match contre Bahreïn, qui a été particulièrement discuté? Brahim Diaz, beaucoup. On voit bien qu'il essaye, qu'il provoque balle au pied, Oui. mais le reproche, c'est le manque de produit final.
Pas assez de passes décisives, une vision du jeu qui pourrait être meilleure dans les derniers mètres. La dernière passe, quoi. La passe qui tue. Voilà. Et puis il y a eu le débat au milieu. El Ainaoui titulaire, Amrabat sur le banc. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est dit là-dessus? El Ainaoui est vu par certains comme plus capable d'aller vers l'avant, de se placer entre les lignes, plus progressif, Contrairement à Amrabat. qui lui est parfois critiqué pour sa tendance à trop décrocher, à jouer très bas, ce qui ralentirait la construction. Mais bon, d'autres disent qu'Amrabat apporte autre chose, et surtout que Ounahi manque terriblement à ce milieu. Bien sûr, Ounahi est souvent vu comme essentiel. Et les défenseurs centraux? Oui, Yamilek et Massina, sur ce match on revient à ce problème de relance jugée insuffisante. Ok. Bon, après ce match décevant contre Bahreïn, est-ce qu'il y a eu du mieux contre le Congo? Une réaction? Une légère amélioration, oui, c'est ce qui ressort. Peut-être un peu plus d'envie au début. Mhm. Et le bloc du Congo était sans doute un peu mieux organisé que celui de Bahreïn. Mais bon, le sentiment général reste mitigé. Pas rassurant, c'est un mot qui revient. Toujours cette inquiétude avant la CAN. Exactement. Et tactiquement, on a vu des changements, des évolutions, où on est retombé dans les mêmes travers. C'est là que ça coince, d'après la plupart des retours. Les mêmes problèmes semblent rester. C'est-à-dire? Toujours cette dépendance aux ailes. Oui, attaque très axée sur les côtés, et le centre peu utilisé pour créer des brèches. D'ailleurs, Regragui a refait un peu le même changement qu'en fin de match contre Bahreïn. Ah oui, Lequel? faire entrer deux avant-centres, Nessiri et puis Igmané, ou Ezarzouli, qui rentrent dans l'axe. Le système a bougé un peu, de 4-1-4-1 à 4-2-3-1. Mais sans résoudre le fond du problème. Apparemment pas. Pas de quoi créer du danger de façon vraiment constante et structurée, selon les analyses. Compris. Et alors, les joueurs qui ont été particulièrement observés contre le Congo? Hakimi, on a noté son positionnement, souvent plus à l'intérieur. Dans le half space, comme on dit. C'est ça, pour essayer d'apporter des solutions dans l'axe, varier un peu, c'était vu comme une tentative intéressante. Et Ezalzouli. Abdé, c'est toujours pareil, très fort en dribble, il élimine facilement. Oui, il fait des différences. Mais voilà, le end product, la dernière passe, le centre, c'est encore souvent imprécis. Dommage, parce qu'il crée des situations. Et Brahim Diaz, encore une fois, les critiques ont continué. Oui, ça a persisté, son apport jugé encore un peu tendre, pas assez décisif là où ça compte. Du coup, certains se demandent s'il doit absolument être titulaire. Même si on sait que Regragui est fidèle à ses joueurs. Tout à fait, c'est souligné aussi, sa loyauté est connue. Mais est-ce qu'il y a quand même eu des points positifs sur ce match contre le Congo? Des choses encourageantes? Oui, heureusement. L'entrée d'Ilia Sakomash, ça a plu à beaucoup de monde. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a montré? De la personnalité, de la justesse, il a tenté des choses, fait des différences, on le voit vraiment comme une option sérieuse maintenant, peut-être même pour démarrer. Intéressant. Et puis, il y a un domaine où tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a du mieux, et de façon constante. Les coups de pied arrêtés. Ah, offensivement et défensivement? Oui, dans les deux sens. L'équipe semble bien mieux organisée, plus dangereuse sur corner, sur coup franc. C'est souvent mis au crédit d'un adjoint spécialisé. C'est peut-être le seul vrai progrès clair et continu qui est souligné. Bon, au moins ça. Mais ces deux matchs, avec leurs ombres et ces quelques lumières, ça alimente forcément un débat plus large sur la tactique, j'imagine. Ah oui, complètement. La grosse question qui ressort, c'est est-ce que le Maroc doit continuer à vouloir faire le jeu, avoir le ballon, ce qu'on appelle le jeu d'action, ou est-ce qu'il ferait mieux de revenir à ce style plus en réaction qui avait si bien marché au Qatar? Le fameux jeu de réaction. C'est ça. Et c'est là qu'est le paradoxe, en fait. Parce que ce style réactif, il était parfait contre des équipes plus fortes qui prenaient le jeu à leur compte. Oui, les équipes européennes, sud-américaines. Voilà. Mais à la CAN, c'est différent. Beaucoup d'équipes africaines vont faire l'inverse. Elles vont attendre le Maroc, jouer en bloc bas elles aussi. Donc elles forcent le Maroc à faire le jeu, qu'il le veuille ou non. Exactement. Et c'est là que les critiques reviennent sur cette incapacité ou cette difficulté de l'équipe sous Regragui à développer un jeu de possession vraiment efficace. Qu'est-ce qui est pointé du doigt précisément? Plusieurs choses. Le manque de schéma offensif clair répété, le fait qu'on compte trop sur un exploit individuel, des problèmes de positionnement des joueurs, pas assez de monde entre les lignes, un rythme trop lent dans la passe, pas de jeu analytique, cette capacité à démonter une défense par des mouvements collectifs. En gros, l'équipe veut le ballon, mais ne sait pas toujours comment l'utiliser pour être dangereuse contre un bloc regroupé. C'est un peu l'impression qui domine dans les analyses, oui. Et au-delà de la tactique, est-ce que la personnalité de Regragui est aussi discutée, son approche? Oui, bien sûr. Il est vu comme quelqu'un de très déterminé, c'est sûr. Mais parfois aussi comme un peu têtu,
tête dure. Mhm. Certains suggèrent qu'il manque peut-être d'adjoints qui osent vraiment le bousculer dans ses idées. On note aussi une certaine frilosité à tester des choses nouvelles. Comme quoi, par exemple? Essayer Amrabat et un autre poste, comme en défense centrale, c'est une idée qui a été lancée. Ou changer plus franchement de système pour surprendre. Et puis, sa loyauté envers ses joueurs, c'est bien humainement, mais certains pensent que ça freine un peu la concurrence. D'accord. Face à tout ça, est-ce que des solutions sont proposées dans les discussions? Des pistes? Oui, il y a des idées qui circulent, même si ceux qui les proposent doutent parfois qu'elles soient mises en place. Par exemple, intégrer des défenseurs centraux, plus forts techniquement, meilleurs à la relance. Pour mieux commencer les actions? Le nom de Shadi Riyad revient souvent. Oui, exactement. Son profil est souvent cité. Et tactiquement? L'idée d'un milieu avec deux joueurs devant la défense, un double pivot, pour sécuriser la construction, avoir plus de solutions de passe courte, une structure en 3+2 quand un milieu descend. Et plus haut sur le terrain, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Le maître mot, c'est mouvement. Plus de mouvement sans ballon. Développer un vrai jeu de position avec des joueurs qui se placent bien entre les lignes, qui créent des triangles, qui cherchent le troisième homme. Et utiliser l'axe? Absolument. Arrêter que s'enflurmer sur les côtés et utiliser l'axe, c'est un leitmotiv. Et des changements de joueurs aussi, sans doute? Oui, bien sûr. Titulariser Akomash, c'est une demande forte. Certains parlent même de rappeler Bouffal, peut-être pas pour 90 minutes, mais comme joker pour débloquer une fin de match. Un dynamiteur. Voilà. Et puis, plus globalement, accélérer le jeu. Jouer plus vite, balle rapide, pour désorganiser ces blocs avant qu'ils aient le temps de se remettre en place. Bon, alors, si on essaye de résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient de ces analyses? C'est quoi les messages clés? Ben, on retient surtout ces difficultés qui reviennent sans cesse contre les blocs bas. On retient une perception assez nette d'une certaine rigidité tactique, ou en tout cas d'une peine à trouver des solutions neuves. Oui. Il y a des questions sur le rôle et l'apport de certains cadres, et sur l'identité de jeu globale de l'équipe face aux spécificités du foot africain. Et tout ça, malgré les bons résultats récents? La série de victoires? Oui, et c'est là tout le paradoxe. Beaucoup d'observateurs trouvent ces résultats un peu en trompe-l'œil. Ils masquent des problèmes de fond dans le jeu. Les pieds nous conduit à la préoccupation principale finalement. Un manque de confiance, de certitude à l'approche de la CAN. C'est ça, les victoires sont là, mais elles cachent des faiblesses qui ne semblent pas être corrigées. L'impression qui domine, c'est celle d'une équipe qui bute toujours sur les mêmes obstacles. Sans montrer une vraie capacité à apprendre de ses erreurs répétées. Surtout face à ce fameux bloc bas. Exactement. Le talent individuel, il est là, personne ne le nie, mais collectivement, ça cherche encore la bonne formule, la constance. Ce qui nous laisse avec une dernière question, peut-être pour réfléchir un peu plus loin. Si, comme toutes ces analyses le suggèrent, le problème principal n'est pas tant la qualité des joueurs, mais plutôt le système, l'approche tactique, peut-être la méthode face à ces problèmes récurrents, quel changement fondamental faudrait-il alors? Que ce soit dans la philosophie de jeu, dans l'organisation autour de l'équipe, dans les décisions, quel changement serait vraiment nécessaire pour essayer de briser ce cycle avant la CAN? C'est une question qui dépasse sûrement le simple fait de changer un ou deux jours sur le terrain.